Peugeot et le sport automobile, c'est une histoire un petit peu particulière. Peugeot est l'un des plus vieux et l'un des plus grands constructeurs automobiles de l'histoire. En sport automobile, la marque au lion a été capable de battre les meilleurs dans diverses courses et divers championnats. Comme pour Porsche il y a quelques mois, on va retracer l'histoire de Peugeot en sport automobile. Décortiquer le mythe Peugeot. Et vu que son histoire est très longue, on va faire deux parties. Là vous êtes sur la première. Du coup je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne série de vidéos. Notre histoire commence très tôt, en 1810. À cette époque, le monde était très différent. Les téléphones étaient toujours branchés, il n'y avait pas encore la couleur et les shorts sur YouTube n'existaient pas encore. Oui, et aussi, au 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Et la famille Peugeot participe au mouvement en tournant ses activités vers l'acier. Le moulin devient une aciérie. Bon, on va avancer de 70 ans puisque c'est dans les années 1880 qu'Eugène et Armand Peugeot font évoluer leur activité vers les véhicules. Ils débutent tout d'abord avec des vélos, mais en 1889, Peugeot sort un tricycle à moteur à vapeur, nommé Type 1. Ouais, la 206 arrive un petit peu plus tard. Rapidement, Peugeot se tourne vers les moteurs à pétrole, les moteurs thermiques. La Type 1 laisse sa place à la Type 2, puis la Type 3, et Peugeot commercialise ses premiers modèles en 1891. La machine est lancée. Ces bolides dépassent à peine les 10 km/h. Mais pas de jugement, à l'époque c'est beaucoup. Puis si jamais, je vous rappelle que c'est Peugeot qui a le record de vitesse de pointe dans les Hunaudières. Mais ça arrive vraiment plus tard. On y reviendra après. Bref, Peugeot produit et vend beaucoup de modèles, mais sa renommée est en grande partie due au sport automobile. Armand l'avait compris, cette nouvelle pratique est vecteur de bonne publicité. Peugeot participe à la toute première course automobile de l'histoire entre Paris et Rouen et termine premier ex aequo. Mais ce n'est pas vraiment une course de vitesse. Cela dit, c'est déjà pas mal. De la bonne pub. Le premier fait d'armes notable de Peugeot se passe en 1895 lors de la course Paris-Bordeaux-Paris, la toute première course chronométrée au monde. Il y avait 3 Peugeot Type 7 engagés sur l'épreuve et les 3 ont terminé dans le top 4. Mais Peugeot ne va pas s'arrêter là et fait partie des constructeurs les plus redoutables au début du sport automobile. Mais en 1901, les choses changent. Armand juge qu'il a assez profité de la publicité de Peugeot en sport automobile et décide de se retirer de cette discipline, afin de se concentrer uniquement sur les modèles commercialisés. Mais ce n'est pas pour autant que les voitures Peugeot désertent les grilles de départ, juste elles ne sont plus engagées à titre officiel. Peugeot n'est plus là officiellement, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus là officiellement que les Peugeot arrêtent de performer. Plusieurs victoires en course de côte et quelques records battus comme des records de vitesse pure. Puis en 1912, Peugeot revient officiellement. Immédiatement, le Lion remporte le Grand Prix de France. Enfin, le Grand Prix de l'ACF tenu à Dieppe est remporté par Georges Boyau sur la Peugeot L76. Rebelote l'année suivante, cette fois-ci à Amiens. Mais ce n'est pas tout pour cette année 1913. Peugeot va les performer hors de l'Europe. Direction les États-Unis dans l'Indiana et Jules Gou remporte les 500 miles d'Indianapolis. Exploit réitéré en 1916 par Dario Resta et en 1919 par Audi Wilcox. S'ensuit diverses courses plus ou moins prestigieuses disputées et remportées par Peugeot. On parle de rallye mais aussi de Grand Prix et d'endurance. Par exemple en 1926, Peugeot dispute ses premières 24 heures du Mans avec la 174S. 2 voitures engagées mais les 2 seront disqualifiées, une à cause d'une casse de pare-brise et l'autre pour problème de démarreur. Et là, Peugeot se casse, plus de 24 heures du Mans jusqu'en 1937. Le groupe Darlmat engage des 302 et des 402 et dès leur première participation, elles terminent 2e, 3e et 5e de la catégorie de litres, juste derrière la Adler. Mais l'année suivante, Marcel Contant et Charles de Cortanze prennent leur revanche et la 402 remporte la catégorie de litres devant 2 Adler. Puis la guerre vient mettre un terme aux courses. Il est difficile de raconter clairement le parcours de Peugeot après la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce que, comme au début des années 1900, il ne s'engage plus à titre officiel.
En endurance, on peut noter quelques participations discrètes aux 24 heures du Mans. De 1952 à 1955, la 203 Constantin participe à la course dans la catégorie Sport 3 litres. Notez que les appellations des modèles Peugeot ont évolué depuis leur début. Au début, on avait la gamme des types, type 1, type 2, type 3, puis c'est devenu des nombres. Et pas n'importe quel nombre, 203, 404, 504, donc des centaines avec un 0 au milieu. Et ça, Peugeot en est propriétaire. Et ça fera grincer les dents à Porsche. En effet, à l'origine, la mythique 911 devait s'appeler 901, mais Peugeot s'est plaint et a obtenu gain de cause. Mais reprenons notre récit. Peugeot refait une apparition de nouveau très discrète aux 24 heures du Mans en 1966 et 1967 en motorisant les CD SP66 de SEC Automobile. 3 voitures motorisées et 3 abandons. Pas terrible. En revanche, en rallye, Peugeot fait parler la poudre. Les 404 remportent plusieurs victoires dans les années 60, notamment à l'East African Safari. 5 victoires entre 63 et 68. Ça ne s'arrête pas là car dans la décennie suivante, c'est la 504 qui remporte plusieurs victoires, notamment le Safari Rally en 75 avec Ove Anderson et Arne Hertz et en 78 avec Jean-Pierre Nicolas et Jean-Claude Lefebvre. Mais l'existence floue de Peugeot va devenir beaucoup plus claire à l'aube des années 80. Ah, Talbot, un autre nom connu dans le milieu des sports mécaniques. Dans les années 50, ce constructeur français était associé à Lago, mais suite à des soucis financiers, Talbot s'est vu racheté par Simca. Sauf que Simca intègre le groupe Chrysler dans les années 70, avant que le groupe américain ne revende à son tour Talbot à Peugeot. À partir de 1979, Talbot appartient au groupe PSA. Talbot, on les a vus en Formule 1, aux 24 heures du Mans, mais aussi en rallye. C'est d'ailleurs leur terrain de jeu principal à cette période. En 1981, la Talbot Sunbeam termine vice-championne du monde des rallyes avec Guy Fréquelin et son copilote Jean Todt. Ce dernier est copilote depuis 1966, mais 1981 est sa dernière année. Sa réputation de copilote n'est plus à prouver, Jean fait partie des meilleurs. Mais il est également très bon en management et s'est rapproché des leaders de Peugeot, notamment le PDG de l'époque, Jean Boyau. La marque au Lyon lance son programme sportif et place Jean Todt à sa tête. Peugeot Talbot Sport est né. Si Peugeot lance un programme sportif, c'est parce que la marque est un petit peu en perte de vitesse. Comme l'a fait le fondateur Armand au début des années 1900, Jean Boyau va profiter du sport automobile pour promouvoir sa marque. Mais pour cela, il est préférable de performer et de bien marquer les esprits. Jean Todt a donc du pain sur la planche. La première voiture de Peugeot Talbot Sport, c'est la 205 Turbo 16, une bombe de 940 kg, 4 roues motrices et 365 chevaux de base dans sa première version. Le groupe B, c'est la démesure du rallye et Jean Todt confie son bébé à 2 pilotes. Le français Jean-Pierre Nicolas et le finlandais Harri Vatanen. L'aventure débute donc en 1984 par 5 participations au championnat du monde des rallyes, dont le but de découvrir et de développer la voiture. Sur 5 participations, Harri Vatanen et Peugeot s'imposent 3 fois. Victoire au rallye des Mille Lacs en Finlande, à San Remo et au RAC Rallye de Grande-Bretagne. Pour 1985, Peugeot Talbot Sport participe à toute la saison. Harri Vatanen, Timo Salonen, Bruno Sabi ou encore Carlos Reutemann vont piloter la 205 T16. Cette dernière est redoutable. Vatanen l'a conduit au succès au Monte-Carlo et en Suède. Timo Salonen lui emboîte le pas au Portugal, à l'Acropole, en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Finlande et remporte haut la main le championnat du monde des pilotes. Quant à Peugeot, il décroche le titre constructeur. Redoutable. La marque au Lyon a mis les moyens dans son programme sportif et Jean Todt l'a conduit au succès. Et ça ne fait que commencer. En 1986, Michel Mouton et Juha Kankkunen rejoignent le navire. Peugeot remporte 6 des 13 rallyes de la saison et décroche un nouveau titre pilote avec Kankkunen et un nouveau titre constructeur. Mais cette année 86 est noire pour le rallye. Au Tour de Corse, Henri Toivonen et Sergio Cresto sont victimes d'un accident mortel qui précipitera la mort du groupe B. Jean-Marie Balestre, alors à la tête de la FISA, interdit cette catégorie démesurée dès la fin de l'année 86. Coup dur pour Peugeot qui a investi beaucoup d'argent dans une voiture qui ne peut plus courir. Comment faire ? Heureusement, le rallye ne se limite pas qu'au WRC, la 205 va pouvoir courir ailleurs, notamment dans 2 autres courses, quitte à forcer un petit peu la main des instances et des règlements pour que tout se passe comme prévu. Dès 1987, la 205 Turbo 16 remporte le Paris-Dakar avec Harri Vatanen et Bernard Giraud.
Peugeot rafle tout et sort de ses ateliers en 1988 une évolution de la 205 T16. J'ai nommé la 405 Turbo 16, plus puissante, plus agressive. Ouais, il ne compte pas s'arrêter là. Retour au Dakar pour le Lion qui ne vise rien d'autre qu'une deuxième victoire. Vatanen roulera avec la nouvelle 405 et Kankkunen reste sur la 205. Mais au petit matin suivant la journée de repos, alerte générale au bivouac. La 405 de Vatanen a été volée. L'heure du départ de l'étape approche et la voiture n'est toujours pas retrouvée. Mais d'un coup, elle réapparaît. Ouais, à 2 km de la ligne de départ, intacte. Vatanen poursuit donc son aventure mais sera disqualifié pour avoir manqué l'heure de départ de l'étape. Kankkunen remporte donc le Paris-Dakar 88. Alors évidemment l'histoire est plus consistante que ça, mais je me le garde pour une autre vidéo. Toujours en 1988, Peugeot va prendre part à la plus célèbre et la plus mythique des courses de côte, Pikes Peak. La montée de Pikes Peak dans le Colorado, c'est 20 km pour arriver au sommet de la montagne à 4302 mètres d'altitude. C'est donc un énorme challenge pour les humains, mais aussi pour les machines. À pareille altitude, l'air se raréfie et les combustions dans le moteur se font moins bien. En d'autres termes, tu perds de la puissance. Donc pour pallier ce souci, il en faut beaucoup dès le départ. Ce qui entraîne un autre problème, le danger. Oui, parce que Pikes Peak, c'est un chemin de terre bordé de ravins. Tu peux sortir, mais qu'une fois. Peugeot et Harry Vatanen se lancent donc là-dedans avec la 405 Turbo 16. Mais ils ne font pas que participer à la course, non. Ils s'en servent pour faire un coup marketing. Et oui, le sport automobile, c'est une magnifique publicité pour les constructeurs. À ce jeu, et avec les victoires en groupe B et au Dakar, Peugeot a gagné en popularité. La communication est importante, presque plus que de gagner. Et donc, pour ce Pikes Peak 88, Peugeot met les grands moyens avec un documentaire montrant Harry Vatanen battre le record de l'épreuve. Plusieurs hélicos sont déployés, mais aussi plusieurs 405. Et ouais, le cinéma, c'est mentir. Mais si l'on devait retenir qu'une seule image, c'est bien celle d'Harry Vatanen levant son bras pour en faire un pare-soleil, à fond, près du vide. Dans la vie, tu peux lever les bras, mais pas les pieds. Le pied doit rester... C'est un volant de 405. D'où la blague. Alors évidemment, ça sert plus la légende de Vatanen, mais Peugeot y gagne aussi. Mais bref, victoire à Pikes Peak et record battu pour Peugeot. Il réitère en 89 avec Robbie Unser qui échoue à 1 seconde du record de Vatanen. Retour au Dakar en 1989 où Peugeot va de nouveau faire beaucoup parler d'eux. La 405 est ultra dominante et le peu de suspense qu'on peut voir est en interne chez Peugeot. Sauf qu'une pièce de 10 centimes va tout changer. Pour remettre dans le contexte, les deux pilotes sont Harry Vatanen et Jacky Ickx. De très bons pilotes, mais de très grands rivaux. Ils se tirent la bourre pendant plusieurs jours et manquent de se foutre en l'air. Et l'important pour Jean Todt, c'est que Peugeot gagne, peu importe le pilote. Durant la course, Jean Todt prend alors une décision lourde, les consignes d'équipe. Il tire à pile ou face qui gagnera le Paris-Dakar. Vatanen choisit pile et il gagne. La victoire est pour lui. Là aussi, l'histoire est plus consistante, mais encore une fois, on le garde pour un autre épisode. Bref, Peugeot gagne pour la 3e année consécutive le Dakar et une 4e fois en 90. Peugeot domine le rallye avec une voiture supérieure et il leur faut un nouveau défi. Le groupe C, c'est la catégorie reine de l'endurance dans les années 80. Cette formule, bien qu'ultra dominée par Porsche de 82 à 87, devient très intéressante à partir de 88. Jaguar vient bousculer la domination Porsche, mais en coulisses, les choses se gâtent. Bien que le règlement et le championnat soient sanctionnés par la FISA, ceux qui tirent les marrons du feu, autrement dit ceux qui se font du blé sur ce championnat, c'est pas Ecclestone. Donc ça pose un problème à Ecclestone. Surtout si ce championnat prend en popularité, et donc en intérêt. Bernard et Jean-Marie vont alors mettre un grand coup à cette formule qui commence à très bien marcher. Mais tout d'abord, ils pensent à changer le tourisme. Ils créent un championnat du monde et transforment les voitures en y greffant des moteurs de Formule 1. Spoiler, ça ne marche pas, et ce malgré le soutien de quelques grands constructeurs comme Peugeot, mais Bernier et Balestre ne baissent pas les bras et appliquent cette formule à l'endurance au début des années 90. Toujours soutenu par Peugeot qui voit en cette réglementation des sports 3,5 litres une opportunité de briller avec moins de concurrence, vu que ce sont à peu près les seuls à pouvoir suivre les coups pharaoniques de cette nouvelle formule. Donc voilà, des avantages, moins de concurrence. Le sport auto étant une vitrine, c'est plus simple. Si jamais j'en ai fait un triptyque de cette période noire de l'endurance et des 24 heures du Mans, allez la voir si jamais ça vous intéresse. Mais bref, donc le problème de Peugeot, qui se pose pour Peugeot, c'est qu'il va falloir développer un prototype. Déjà, fait notable, en 1988, alors que Jaguar et Porsche s'arrachent la victoire, en essai libre, Peugeot frappe fort.
Alors, ils n'y sont pas officiellement, mais ils motorisent les WM P88 avec des moteurs 2,8 litres V6 turbo. À l'époque, les inaudières ne sont toujours pas coupées par des chicanes, mais ça ne saurait tarder. Et c'est donc l'occasion de prendre un record qui ne sera jamais battu. Peugeot et WM augmentent la pression du turbo au maximum et envoient Roger Dorchy au volant de la 51 à fond dans la ligne droite. Et là, 408 km/h de vitesse de pointe, c'est indécent. Oui, mais record qui sera homologué à 405 km/h pour correspondre à la sortie de la 405. Le sport automobile est une vitrine. Et à la fin de l'année 1988, le projet 905 est lancé. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de cette première partie de l'histoire de Peugeot. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai adoré bosser dessus. Il me tarde de vous raconter la deuxième partie. Ce sera la semaine prochaine. Il faut que j'arrête de l'air d'un débile comme ça parce qu'il y a un truc qui passe devant moi. Je sais pas, une poussière ou je sais pas quoi. Mais bref, la deuxième partie, c'est la semaine prochaine. Je me distrais facilement, oui. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Peugeot. À la prochaine. Allez, prochaine étape, l'arrivée de Peugeot officiellement 24 heures du Mans. Pouf. C'est... Voilà. Non, j'ai une histoire intéressante. On est parti en 1810 quand même. C'est fou. Ça en fait du chemin. Hein. Genre plus de 200 ans d'histoire. Enfin, bon, après, le 19e siècle, on l'a vite passé. Parce qu'après, c'est les débuts, c'est la préhistoire. Mais après, voilà, ça c'était flou pendant longtemps. En fait, Peugeot s'est vraiment mis concrètement... Enfin, le sport automobile est devenu professionnel petit à petit dans les années 1900. Donc, enfin, 1900. La première partie des années 1900, après ça a posé les bases et après c'est vraiment devenu professionnel. Donc au début des années 80, Peugeot a vraiment décidé de s'y mettre concrètement en sport automobile. Voilà, après on connaît surtout cette partie-là, je pense. Il y a la 205, la 405, la 905. Ouais, c'est spécial, mais il me tarde la semaine prochaine de vous raconter tout ça. Des bisous!